Sven, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur en chimie et maître de conférence au LACIR, donc c'est le laboratoire de spectroscopie sur les interactions et la réactivité et l'environnement, c'est ça ? Et vous exposez jusqu'au 22 décembre à l'espace culture du campus Cité Scientifique de Villeneuve-d'Ascq vos photos que vous avez réalisées au cours d'une expédition sur l'île de Kerguelen. Donc est-ce que vous pouvez me raconter cette exposition ? Un scientifique qui prend des photos, c'est pas commun. C'est pas commun. Alors du coup, cette exposition de photographie elle a eu lieu juste après une expédition scientifique que l'on a fait avec deux autres collègues de l'université de Lille. Je peux les citer d'ailleurs. Donc c'est Eric Hermineau du Châtelet du laboratoire LOG et puis donc Émilie Yoré du LGCGE. Ce sont deux laboratoires sur le campus scientifique. Et donc on est parti à 3 sur les îles Kerguelen, qui sont des îles, donc des terres australes antarctiques françaises, qui sont au sud de l'océan Indien. Et donc on est parti là-bas pour étudier notamment le changement climatique et les changements environnementaux globaux via des indicateurs donc biologiques et géologiques. Voilà, je ne vais pas forcément parler de la raison scientifique du pourquoi on est parti là-bas, mais en tout cas on est parti donc en décembre 2021 là-bas jusqu'en mars 2022. Il faut savoir que déjà pour se rendre sur ce territoire, on n'y va pas par avion, on n'y va pas en voiture. Il faut traverser l'océan Indien en partant de la Réunion, de l'île de la Réunion. Et donc on met 2 semaines de bateau à bord du mythique Marion Dufresne, qui est un bateau sonographique partagé entre Ifremer et puis les terres australes antarctiques françaises, les TAF. Donc déjà le voyage en lui-même est une expédition, une expérience de vie, parce que donc on traverse l'océan Indien donc du nord au sud. Au départ donc les mers sont relativement calmes et puis donc ensuite on aborde les 40e rugissants et les 50e hurlants, les zones tant redoutées des marins qui pratiquent notamment le Vendée Globe, donc où on rencontre des vagues de plus de 10 mètres, où le bateau fait plus que tanguer, et donc dormir, manger, prendre une douche devient donc quelque chose de très très périlleux. Voilà. Et puis donc au bout de 2 semaines de voyage, on arrive sur ces fameuses îles Kerguelen qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pas si longtemps, tout est relatif bien sûr, mais pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire il y a 250 ans, par Yves-Joseph de Kerguelen, qui avait été missionné à l'époque par le roi Louis XV. Voilà. Et donc au cours de cette expédition, vous avez réalisé des clichés de la nature qui vous environnait, de la vie que vous meniez là-bas. Est-ce que déjà c'est une pratique que vous faisiez avant et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire une exposition et à en faire une série de photos ? Donc c'est déjà quelque chose que je pratique, la photographie. Alors toujours en amateur, j'ai aucune prétention de photographe, mais j'aime bien la photographie, notamment la photographie des paysages et des animaux. Donc c'est un peu ce que j'ai fait justement lors de cette exposition là que je propose à l'espace culture de l'université de Lille. Quand on est là-bas, en fait, quand on évolue dans ce territoire, en tout cas moi j'étais subjugué par les paysages incroyables, par la faune avec laquelle on partageait ce bout de territoire. Donc, il faut savoir que la faune là-bas c'est beaucoup de manchots, donc plus d'1 million de manchots de toutes sortes, des manchots gorfous, des manchots papous, des manchots royaux. Il y a donc énormément d'éléphants de mer, des otaries, des albatros géants, des pétrels, enfin bref, une faune aviaire tout à fait incroyable qui vit là-bas et que l'on croise continuellement. Là-bas c'est donc un territoire où il n'y a qu'une base scientifique, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a rien du tout en fait. Il y a une base et aucun GR tout autour. Ce qui fait que quand on sort de cette base pour aller échantillonner les sols, les eaux dont on a besoin pour notre projet scientifique, donc on prend notre sac à dos et on part avec notre matériel sur le dos et on marche en hors-piste pendant des kilomètres et des kilomètres jusqu'à atteindre les points de prélèvement désirés. Et quand on marche sur ces routes-là qui ne sont pas tracées, c'est-à-dire on traverse des montagnes, on traverse des rivières et là on évolue dans des paysages incroyables et donc on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter pour contempler les scènes de vie animale, de contempler les paysages incroyables et surtout totalement vierges de toute activité humaine en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un panneau publicitaire, il n'y a pas un bruit de voiture, de marteau-piqueur, enfin bref, il n'y a aucun bruit, c'est-à-dire qu'on a une impression d'être comme le premier des vivants sur Terre. D'ailleurs, on est peut-être souvent les premiers à marcher sur ces cailloux. Comme il n'y a pas de GR, en fait, on trace notre route et cette route-là s'efface après nous et on n'est que de passage et on est, comme le titre de mon exposition, complètement hors du temps. Vous êtes hors du temps et à travers ce voyage de solitude, hors de la vie humaine, vous prenez en photo ce qui se passe. Vous avez des scènes particulièrement fortes dans les photos que vous exposez. Typiquement une scène de 2 cadavres de cerfs qui sont enlacés et qui sont en décomposition. C'est des images fortes qui vous ont évoqué quoi ? Alors c'est des images incroyables. Alors juste corriger parce que c'est pas des cerfs,
c'est pas facile à distinguer de toute façon. Mais ce sont des rennes qui ont été d'ailleurs apportées sur ce territoire-là par l'homme encore. Et donc du coup, effectivement, cette scène-là, en tout cas, elle est incroyable. Alors je sais pas si la photo est incroyable, mais en tout cas, la scène est incroyable. Effectivement, quand on marche très loin, on voit donc une espèce de sculpture en bois. Et donc je me dis, c'est bizarre cette sculpture en bois, c'est pas normal. Et petit à petit, quand on s'approche de cette sculpture, ce qui apparaît comme une sculpture en bois, n'est en fait que 2 cadavres de rennes avec les bois entremêlés. Et donc quand on voit cette scène-là, c'est assez incroyable. Donc ça fait des parallèles avec les guerres qu'il y a dans toutes les régions du monde aujourd'hui. Donc c'est-à-dire 2 personnes qui s'affrontent et 2 personnes qui finalement perdent en fait, sûrement dans un combat pour je ne sais quelle raison. Et les 2 donc sont morts de faim, de soif, et ils sont restés là tels quels. Et c'est ça qui est incroyable sur Kerguelen, c'est que toutes ces scènes animales, tous ces cadavres d'animaux ne sont pas ramassés comme on pourrait le faire ici en Occident. C'est-à-dire ici, on a 2 oiseaux morts, des chats morts, des lapins, etc. Tout ça est ramassé au bout d'un moment pour ne pas être exposé à la vue de tout le monde. Là-bas, ça va rester ad vitam aeternam jusqu'à que les squelettes disparaissent. Donc c'est des scènes assez fortes et des scènes comme ça. Il y en avait plein. Des oiseaux qui dévoraient des bébés manchots, par exemple. Okay, donc des bébés éléphants de mer, on appelle ça des bonbons justement. Et donc on voit ces scènes où des cœurs de bonbons justement sont dévorés par des pétrels géants qui ont le bec rempli de sang. Enfin, c'est des scènes sauvages à l'état brut. Absolument pas avec une pudeur humaine. Voilà. Non, voilà, il y a rien qui est maquillé. On a la nature à l'état brut. Qui peut être à la fois hyper belle, donc hyper apaisante, grandiose, comme à l'intérieur de vos grands paysages. Les paysages que vous photographiez, c'est une énorme montagne. C'est à la fois vide et plein. Enfin, c'est juste gigantesque. Et à la fois des choses terribles comme ça qui sont d'une violence absolue. Et donc, vous êtes dans un endroit où l'humain n'est pas intervenu. Ça fait quoi de vivre dans un endroit où l'humain n'a pas la place qu'il a dans le reste du monde? En fait, c'est une chance. C'est une chance incroyable d'avoir pu vivre cette expérience parce qu'effectivement, là, moi, je suis scientifique au départ, photographe amateur, mais d'avoir eu la chance d'exercer mon métier de scientifique, de chercheur dans un environnement incroyable comme ça. Il y a à la fois l'expérience scientifique, du projet scientifique qu'il faut mener à bien, mais il y a surtout l'expérience humaine qui est incroyable. On peut pas aller en tant que scientifique en se disant voilà, je fais juste mon boulot et je m'en vais et puis voilà, je prends aucune photo, je vis aucune expérience. C'est pas possible. On est forcément différent quand on revient d'une expérience telle que j'ai pu la vivre là-bas. Et encore, je suis resté que 3 mois. Alors, il y en a qui restent 1 an. Donc il y a justement, je parlais donc de jeunes services civiques qui sont là-bas, qui passent, on appelle ça des hivernages. Ils restent 1 an là-bas. Je peux vous dire que quand ils reviennent, ils sont complètement transformés parce que quand ils vivent là-bas, donc ils vivent dans cette nature incroyable, ils vivent justement sans carte bancaire, sans voiture, complètement hors du monde, hors du temps, et quand ils reviennent, tout est agressif, tout est les publicités, les voitures, le monde tel qu'on le connaît ici en fait, et le temps qui va vite, les gens qui sont énervés, bref. C'est une sorte de sobriété. Vous parlez de sobriété. Voilà, je parlais tout à l'heure de sobriété, donc ce serait un peu la sobriété telle que j'aimerais la vivre en fait ici, et je me rends compte que cette sobriété-là, elle est assez sympa parce que donc on vit dans un cadre incroyable. Quand on arrive à s'extirper du téléphone portable, de la voiture, de toutes ces choses-là qui polluent notre environnement, qui nous fatiguent, qui altèrent notre santé. En fait, vivre cette expérience-là dans un monde plus sobre, justement, c'est l'occasion de se dire que c'est quand même pas mal en fait. Alors peut-être pas forcément à l'extrême comme j'ai pu le vivre là-bas, mais parce que là-bas on se lavait dans les rivières, on vivait dans des endroits où il n'y a pas de chauffage, pas d'eau courante, etc. Donc, pas forcément jusqu'à ce point-là, mais en tout cas déjà tutoyer ce genre de sobriété-là, ça serait vraiment incroyable et puis extrêmement bénéfique pour tout le monde, je pense. Kerguelen, ça fait la taille de la Corse. Chaque année, l'été, il y a 80 personnes qui habitent, l'hiver, c'est 40. C'est quoi de vivre aussi en communauté, petite communauté au fin fond de l'océan Indien? C'est ça. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que quand on part là-bas, au départ, on se dit je vais vivre, on a l'impression de vivre seul, c'est-à-dire on quitte sa famille, ses amis, son monde du travail et on part sur un bateau. Donc déjà, on commence à se conditionner sur ce bateau-là parce que on commence à vivre dans un milieu fermé avec une communauté qu'on ne connaît pas encore. Et puis après, donc on arrive là-bas et on est encore plus isolé parce qu'on se rend compte que le moindre souci de santé peut devenir dramatique. Ce qui fait que cette communauté-là, on commence à la chérir, on est bienveillante avec elle. C'est-à-dire que là-bas, quand on pose le pied sur ce territoire, le chef de district nous dit on oublie les sujets politiques, on oublie les sujets religieux, les sujets économiques. On essaie d'être dans la bienveillance. Alors ça marche. En tout cas, ça a marché pour nous les 3 premiers mois. Je sais pas au niveau des gens qui sont restés 1 an là-bas, mais en tout cas, il y a toute cette bienveillance-là qui fait qu'on s'entraide et on est obligé d'entraider parce que là-bas, chaque chose peut devenir extrêmement compliquée. Je parlais justement de la santé. Quand on part à 1 semaine de marche de la base scientifique, une jambe cassée, là-bas, peut se transformer en drame. Ici, une jambe cassée, on appelle l'ambulance, 10 minutes après, elle vient nous chercher et nous dépose à l'hôpital. Là-bas, c'est le médecin qui vient avec une équipe de 8 personnes, avec un brancard pour venir nous chercher. Et donc, le retour est très très long. Ça peut être 3 jours de marche, de retour.
Exactement. C'est une communauté avec laquelle on apprend à vivre, mais c'est une communauté qu'on apprend à respecter et on laisse de côté des idées qui seraient pas forcément en cohérence avec les autres idées on s'est de vivre dans la paix et dans l'entente, quoi. Et donc, quand on revient au départ, être scientifique et faire de l'art ou avoir une pratique artistique créative, ça peut paraître un peu contradictoire ou en tout cas pas évident pour tout le monde. Alors que pour vous, est-ce que c'est une évidence? Oui, ça l'est. Alors effectivement, ça peut ne pas être cohérent. Et en fait, quand on fait de la science, on côtoie pas mal de très belles images, on va dire. Quand un biologiste regarde dans un microscope l'infiniment petit, on arrive dans un monde assez incroyable. Et c'est même des photos qui pourraient être exposées dans des musées parce que l'infiniment petit est extrêmement génial. Moi, quand je suis parti là-bas, en fait, juste petite parenthèse, j'adore transmettre de la science comme un des mortels, et donc au grand public, aux petits et plus vieux. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la médiation scientifique, de la vulgarisation. Essayer de partager de la science, mais via différents vecteurs, via des ateliers scientifiques, via des conférences, via de l'humour, via un cabaret des sciences, via des émissions radio. Et donc là, je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa aussi de partager cette science que j'ai vécue. Donc à travers la photographie, parce que la photographie, pour moi, ça suscite beaucoup d'émotions, de l'étonnement, de la surprise, de l'interrogation. Et ce que je voulais en fait en exposant mes photos de Kerguelen, c'était pour montrer comment est le monde là-bas et s'interroger sur des scènes de vie. Donc là, c'est des scènes de vie, donc plutôt d'animaux sauvages, des paysages. Mais c'est aussi pour voir, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cycle de l'eau, par exemple. Donc l'eau là-bas, en fait, comment ça se passe. Parce que j'ai pris aussi des photos de sciences pure et dure aussi, donc des carottages, des échantillonnages, etc. Mais c'est justement à travers la photo de parler de science, c'est un point de départ, c'est-à-dire on regarde la photo, on a une émotion, et puis après on peut parler de science derrière en fait. Mais d'abord il y a une émotion, et c'est peut-être aussi pour certains un vecteur plus facile pour aborder la science. Un peu l'art d'entrée. C'est ça. Et en fait aussi, c'est que vous avez atteint à certains moments de ce voyage des réflexions à la limite philosophique. Et science et philosophie, c'est de toute manière hyper lié. Et c'est une manière pour vous peut-être de sortir cette expérience-là, à la fois scientifique et philosophique, à travers un médium. Parce que vous écrivez aussi beaucoup. Déjà, j'aime bien écrire, mais ce territoire-là, il est incroyablement inspirant. Et donc, quand on se pose et qu'on regarde cette faune sauvage, ces paysages, en tout cas, moi, j'étais extrêmement inspiré. Du coup, ça rejoint quand même mon sujet de recherche, parce que je regarde aussi pas mal le changement climatique et l'impact du changement climatique sur la qualité de l'eau. Il y a la science, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a ce changement climatique, comment ça va impacter différentes choses. Mais il y a aussi comment résoudre ce problème-là. Et comment, donc, quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation, d'atténuation. Et donc, l'atténuation ou l'adaptation, ça passe aussi par ce dont on parlait tout à l'heure, la sobriété. Et donc là, justement, vivre cette sobriété, évoluer dans des paysages où on est seul à marcher, quand on s'éloigne un petit peu de ses collègues, parce que quand on marche là-bas, on est toujours trois, mais quand on prend un peu de distance, on est tout seul. Et c'est se dire que j'aimerais bien partager cette expérience de sobriété pour dire que c'est possible, que c'est bien, que c'est hyper bénéfique moralement, physiquement, et se dire que faire un lien entre la science que je pratique plutôt technique et la vie que l'on pourrait avoir si on adaptait notre mode de vie à un mode de vie plus propre, plus sobre au monde tel qu'on le vit ici en Occident. Moi, je voulais aussi vous poser, comment on fait pour rentrer en Occident, en France ? Qu'est-ce que ça fait ? En métropole, ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Alors déjà, on n'a plus envie de rentrer. Si on a envie de rentrer pour voir, forcément sa famille, ses amis, ça c'est indéniable. Il y a 2 étapes pour rentrer. On dit au revoir aux collègues qui restent là-bas, en fait, parce qu'il y en a qui restent après nous. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Et puis après, on a le temps du voyage sur le bateau pour commencer à se refaire petit à petit au monde occidental, la société d'ici. Donc on a 2 semaines pour commencer un peu à revenir à la réalité, c'est-à-dire revenir dans le temps normal et sortir de sa bulle hors du temps. Et puis après, quand on arrive là-bas, on a envie de vivre comme on vivait à Kerguelen, mais c'est pas possible. Donc à chaque fois, mais c'est comme ça lors de chaque voyage. C'est-à-dire qu'on se dit je vais changer mes habitudes, je vais changer mon mode de vie, puis très vite rattrapé malheureusement par la société qui nous presse, qui nous dit d'aller vite, qui nous stresse, etc. Mais souvent, moi je pense à cette expérience de Kerguelen. Pour être sincère, j'y pense tous les jours. Là, j'ai qu'une envie, c'est de revivre ce genre d'expérience-là, en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est la seule fois où vous y êtes allé ? C'est la seule fois que je suis allé, mais j'aimerais bien y retourner. D'abord pour poursuivre le projet scientifique, bien sûr, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes encore à faire. Et puis aussi, égoïstement, pour revivre cette expérience incroyable. C'était la première fois que vous partiez en expédition scientifique ?
Oui, c'était de cette manière-là, oui, c'était la première fois. Oui. En expédition scientifique, vraie exposition. La vraie, c'est ça, avec le sac à dos sur le dos. Avec le sac à dos sur le dos et on ne sait pas si on va mourir ou pas. Alors, bien sûr, là je parle d'extrême, mais on fait une vie, une aventure, on va dire, mais dans les temps modernes. C'est-à-dire que on n'était pas les marins du 7e siècle qui partaient sur un bateau, un 3 mâts en bois, sans savoir s'ils allaient revenir. Nous, on vit l'aventure, mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Donc c'est quand même. Ça va, c'est quand même ça. C'est confortable. On est en sécurité quand même. Comme si vous étiez un explorateur, il y a un truc un peu comme ça. Un explorateur des temps modernes, c'est ça. Un explorateur des temps modernes. Se casser la jambe, c'est dangereux, mais on meurt pas, on sait pas où on va. Mais par contre, on apprend aussi à être humble là-bas. C'est-à-dire que, ici, je serais peut-être monté en haut des barres rocheuses pour aller voir encore mieux les paysages là-bas. Donc on faisait vraiment attention, on restait tout le temps à 3, parce qu'on était tout le temps à 3 à partir, et on fait pas l'andouille, quoi. C'est-à-dire on regarde où on marche, on court pas, on prend la mesure de chaque pas, parce que là-bas il y a des zones mouvantes, il y a des zones, des cailloux qui glissent, on aborde des pans rocheux, des parois où on peut tomber. On traverse des rivières, donc on enlève nos pantalons et on peut se faire emporter aussi par le débit de la rivière. Donc chaque chose, on l'a fait en pleine conscience et en faisant hyper attention. Donc on reste humble face à la nature. Vous redevenez humain, homo sapiens, comme il doit être homo sapiens, quoi. Voilà, mais on fait pas le volet de fou, comme on pourrait ici le faire en roulant à 150 km/h sur l'autoroute ou en faisant des choses comme ça. C'est-à-dire que là-bas, on respecte les règles à 100%, à 200% même. La mère nature est là, quoi. La nature est là, voilà. Donc ça fait 3 ans que vous êtes rentré. Plus que moins que ça, un an et demi. Un an et demi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez changé ? Est-ce que vous avez changé des choses de votre vie après cette expérience ? Non, j'ai pas forcément changé de choses dans ma vie. En fait, je suis plus peut-être que je suis plus en pleine conscience de chaque chose que je fais. J'essaie de faire des choses maintenant en n'ayant qu'une idée en tête. C'est-à-dire, et quand je marche, surtout l'été, parce que c'est surtout l'été qu'on fait de la randonnée, j'essaie de le faire comme j'ai pu le faire là-bas à Kerguelen en pleine conscience. C'est-à-dire, je coupe mon téléphone portable, je marche et je contemple la nature. Je fais pas plein de choses à la fois. Vous avez en fait appris à vous recentrer, vivre le moment présent. Au moment où il doit se vivre. C'est-à-dire, pas derrière le temps, pas en courant derrière le temps, mais en vivant avec le temps. Alors, c'est pas toujours facile de le faire. C'est facile de le faire quand on est en vacances. C'est extrêmement difficile de le faire quand on est en période de travail, malheureusement. Ouais. Et ça, on peut pas changer la société. En entier, non. Non, c'est très... Ouais. Merci beaucoup d'avoir été à mon micro. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Venez donc visiter cette exposition photographique qui se trouve à l'Espace Culture en face de l'Iliade. Et puis après, j'ai aussi un blog qui est disponible aussi à l'Espace Culture. Voilà, pour prolonger l'expérience à l'écrit. Merci à Ludovic Lesven, pas Levzen, d'être venu à mon micro. Après ce voyage aux confins de l'océan Indien, je vous laisse avec Le petit brin d'herbe de Brigitte Fontaine. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu